Alors, une convulsion fébrile est un événement survenant chez un nourrisson ou un enfant entre 6 mois et 5 ans. Elles sont associées à de la fièvre sans signe d'infection du système nerveux central, c'est-à-dire méningite ou encéphalite. Ces convulsions fébriles touchent environ 2 à 5% des enfants avant l'âge de 5 ans. Les premières crises sont rares avant 6 mois, elles sont exceptionnelles après 6 ans et on parlera alors de convulsions fébriles plus. Et elles sont maximales au cours de la deuxième année, c'est-à-dire entre 12 et 18 mois. Les garçons semblent légèrement plus touchés que les filles. La physiopathologie, elle est multifactorielle. D'abord, il y a le rôle de l'hyperthermie. Il faut savoir que qu'il n'y a pas une association entre la cinétique de la température et la survenue des convulsions fébriles. Il y a plutôt le rôle de l'alcalose qui est induite par l'hyperventilation, qui est liée à l'hyperthermie avec donc une modification de l'hyperexcitabilité neuronale. Le deuxième mécanisme physiopathologique dans la genèse de ces convulsions fébriles, c'est le rôle de la réaction inflammatoire. Et on sait bien, actuellement, c'est bien établi qu'il existe une corrélation entre les marqueurs inflammatoires et les convulsions fébriles, notamment le rôle des interleukines, c'est-à-dire des cytokines pro-inflammatoires qui ont des propriétés pro-convulsivantes. Il y a aussi le rôle des agents infectieux. Il faut savoir que les convulsions fébriles sont le plus souvent secondaires à des infections virales. Il y a d'abord les virus classiques comme l'adénovirus, le virus respiratoire syncytial, l'entérovirus, les virus de la grippe, c'est-à-dire les virus influenzés et parainfluenzés, mais il y a aussi d'autres virus qui sont le plus souvent constatés lors des convulsions fébriles. Il s'agit le plus souvent des virus humains, c'est-à-dire HHV6 et HHV7, et maintenant c'est bien établi, ces virus seraient responsables à eux seuls de 20 à 40% des fièvres virales, donc pouvant être responsables de convulsions. Parmi les autres virus, il y a le rôle du virus influenzé A, qui peut être responsable de 20 à 44% de la genèse de ces convulsions fébriles. Et puis il y a la génétique. Il y a d'abord la fièvre, il y a la réponse inflammatoire cérébrale à ces infections virales, il y a certains virus qui ont un tropisme neurologique, et puis il y a la génétique, c'est-à-dire il y a une prédisposition génétique à faire des convulsions fébriles. Maintenant, c'est bien établi. Il y a des gènes qui ont été identifiés chez des familles qui font ces convulsions fébriles. Et là, on a un schéma global, c'est-à-dire la convulsion fébrile. Elle est d'abord induite par une infection virale, mais pas n'importe quelle infection virale. Il y a des agents infectieux qui sont le plus souvent fréquents dans la genèse donc, de ces convulsions. Il y a la réponse cérébrale inflammatoire par la libération des cytokines qui ont des propriétés pro-convulsivantes. Et bien entendu, sur un cerveau qui est en pleine maturation et chez des enfants qui ont déjà une prédisposition génétique. Donc, la physiopathologie de la survenue de ces convulsions fébriles est multifactorielle. Sur le plan du diagnostic, les convulsions fébriles sont de deux types. Il y a les convulsions fébriles simples de loin les plus fréquentes, puisqu'elles représentent 80 à 90% des convulsions fébriles. Il y a les convulsions fébriles complexes. Et la distinction entre ces deux types de crises est importante car elle conditionne la conduite à tenir et parfois le pronostic. Une crise fébrile simple survient chez un nourrisson de plus de 12 mois. Elle est brève, c'est-à-dire elle ne dure pas plus de 10 minutes. Elle ne se répète pas dans la journée. Elle est volontiers généralisée. Et l'examen neurologique après la crise est strictement normal, contrairement à une convulsion fébrile complexe où elle survient chez un nourrisson. Elle est dite complexe lorsqu'elle survient chez un nourrisson de moins de 12 mois, lorsqu'elle est prolongée, c'est-à-dire sa durée est supérieure à 10 minutes, elle se répète dans la journée, elle est volontiers partielle, c'est-à-dire focale, et l'examen neurologique post-critique est le plus souvent perturbé. Maintenant, quelle est l'indication des examens paracliniques en cas de convulsion fébrile? Il faut savoir que l'électroencéphalogramme n'a aucun intérêt dans les convulsions fébriles simples. Il peut être nécessaire dans certaines formes de convulsions fébriles complexes. Quant à la ponction lombaire, elle peut être obligatoire, mais rien n'est obligatoire avant l'âge de 1 an.
Après l'âge de 24 mois, l'indication est fonction de l'examen clinique, c'est-à-dire la présence du trépied méningétique. Et entre 12 et 24 mois, elle doit être réalisée au moindre doute. Sachant que les signes d'une infection méningée à cet âge est assez polymorphe. Les autres examens biologiques sanguins n'ont aucun intérêt, bien entendu, dans le cadre de ces convulsions fébriles. Maintenant, quel est le risque de récidive après une première convulsion fébrile? Il faut savoir que 33%, 35% des nourrissons qui font une première convulsion fébrile peuvent rechuter, peuvent récidiver. Et la probabilité de récurrence est fonction de certains facteurs, dont l'âge, lorsque la première crise survient chez un nourrisson de moins de 12 mois, lorsqu'il existe des antécédents familiaux de convulsions fébriles, notamment chez les parents, chez les ascendants et chez la fratrie. Le délai court entre le début de la fièvre et la convulsion, mais là, c'est plus un facteur très subjectif. Et bien entendu, le quatrième critère, c'est la faible intensité de la fièvre au moment de la crise. Lorsqu'il existe 0 facteur, c'est 10% de risque de récurrence et bien entendu, ce risque de récurrence devient supérieur à 50% lorsqu'il existe 3 facteurs. Élément important à retenir, c'est que la récidive survient dans la majorité des cas dans les 18 mois suivant le premier épisode. Ça, c'est un élément important à retenir. Quel est maintenant le risque d'épilepsie après une ou plusieurs convulsions fébriles? Il est de 1% lorsqu'il s'agit d'une convulsion fébrile simple, c'est-à-dire il équivaut à celui de la population générale normale. Il est par contre de 10% lorsqu'il s'agit de convulsions fébriles complexes. Maintenant, quels sont les facteurs pronostiques prédictifs d'une évolution vers une épilepsie? C'est d'abord la sémiologie focale et prolongée des convulsions fébriles, c'est l'atteinte neurologique antérieure, notamment le développement psychomoteur retardé avant la survenue des premières crises fébriles, les antécédents familiaux d'épilepsie et le début des crises fébriles après l'âge de 6 ans. Il est de 6 à 8% lorsqu'il existe un critère de gravité. Il peut atteindre 20% lorsqu'il existe 2 critères de gravité et 50% pratiquement si les 3 critères de gravité sont retrouvés. Il faut retenir une chose, c'est que les enfants qui font une ou plusieurs convulsions fébriles simples il n'y a aucun retentissement sur le développement cognitif. Ce sont des enfants qui gardent des performances scolaires, ils ont une insertion scolaire et un comportement strictement normal. Maintenant, quel est le rapport entre les convulsions fébriles et bien entendu l'apparition d'une sclérose mésio-temporale? On croyait, il y a 2 hypothèses. La première hypothèse est que les convulsions fébriles, notamment prolongées, seraient à elles seules responsables d'une sclérose mésio-temporale, mais l'hypothèse la plus plausible et la plus retenue est celle d'une présence déjà d'une sclérose mésio-temporelle qui favoriserait la survenue d'une convulsion fébrile et bien entendu d'une épilepsie temporale ultérieure. Maintenant, avant de retenir une convulsion fébrile, comme je l'ai dit dans les critères de définition, il faut éliminer une infection du système nerveux central. Et là, il ne faut pas compter sur le LCR pour éliminer ces infections, puisque dans d'authentiques encéphalites herpétiques, le LCR peut être normal, d'où l'intérêt de la sémiologie des crises, dans le sens où lorsqu'il s'agit de crises brachiofaciales survenant dans un état ou dans un contexte fébrile, ces crises sont focales, subentrantes chez un jeune nourrisson avec une altération progressive de la conscience. Là, il faut considérer ce tableau ou considérer cette infection comme étant une encéphalite herpétique jusqu'à preuve du contraire, comme je viens de le dire, même si le LCR est normal. Donc, tout l'intérêt de faire la PCR au niveau du LCR qui va amplifier l'ADN de l'herpès simplex virus de type 1 et bien entendu, toujours mettre un traitement antiviral type acyclovir en attendant les résultats.
deuxième fait, c'est qu'il faut faire attention au syndrome de Dravet, surtout si ces convulsions fébriles débutent avant l'âge de 1 an. Et comme vous le savez, le syndrome de Dravet est une forme d'épilepsie génétique qui se manifeste au cours des 2 premières années par la répétition, la survenue répétée de convulsions dans un contexte de fièvre. Et le tableau se complétera après, bien entendu, l'âge de 2 ans, mais il faut faire très attention à cette forme d'épilepsie. Maintenant, pourquoi on parle de convulsions fébriles plus? Les convulsions fébriles plus, ce sont des crises fébriles qui surviennent chez des enfants de plus de 6 ans. C'est d'ailleurs la définition même de ces convulsions fébriles, de ces convulsions fébriles plus. Il pourrait s'agir donc de convulsions fébriles qui persistent au-delà de 6 ans ou des convulsions fébriles qui apparaissent après l'âge de 6 ans. Et là, pourquoi on les appelle convulsions fébriles plus? Parce qu'il y a un risque ou une possibilité de passage vers ce qu'on appelle un syndrome Gefz, qui est une forme d'épilepsie généralisée, qui est de bon pronostic, puisqu'on sait maintenant qu'il y a des gènes qui ont été identifiés dans ce type d'épilepsie, puisqu'il s'agit d'une forme d'une épilepsie génétique à transmission autosomique dominante avec pénétrance incomplète. Il existe un intervalle libre entre ces crises fébriles plus et la survenue plus tard de crises épileptiques généralisées dans un contexte afébrile. Et dans ce cas, ce sont des crises volontiers généralisées. Elles peuvent être tonico-cloniques, myocloniques, atoniques ou sous forme d'absence. Cette épilepsie est relativement bénigne puisqu'elle est pharmacosensible. Alors, concernant le traitement maintenant, le traitement d'une convulsion fébrile simple lorsqu'elle est en cours, et donc il s'agit d'une crise prolongée, il faut hospitaliser ces enfants, il faut les mettre en condition, il faut rassurer, donner du diazépam bien entendu intrarectal puisque cette crise est en cours, et là voir s'il y a indication ou pas d'une ponction lombaire bien entendu après le réveil de l'enfant, et se contenter dans un premier temps de traiter la fièvre et sa cause, c'est-à-dire des mesures physiques, du paracétamol. Il faut éviter bien entendu l'aspirine, et l'antibiothérapie bien entendu doit être administrée en cas de suspicion ou d'une infection bactérienne. Par contre, si la convulsion fébrile est terminée, c'est la situation la plus fréquente, là il faut un tout petit peu insister sur l'interrogatoire pour savoir si cette crise était généralisée ou partielle, avoir sa durée éventuellement, et la prise en charge, bien entendu, de la fièvre et de sa cause, et comme la cause elle est virale, donc se contenter de mesures symptomatiques. Mais il y a un volet très important dans la prise en charge, c'est qu'il faut expliquer la maladie aux enfants, expliquer cette pathologie aux parents, rassurer, il faut savoir répondre aux questions des parents quant à sa bénignité, le risque de récidive qu'il faut savoir calculer et le risque d'épilepsie aussi. Pour ce qui est de la prévention des récidives, il est destiné aux enfants à haut risque de récidive en cas d'épisode fébrile par des mesures antipyrétiques, bien entendu. Il faut toujours consulter après un épisode de convulsion fébrile, ne pas le banaliser, même s'il est récidivant. Et pour ce qui est du diazépam oral dans le traitement préventif de crise, pas la peine puisqu'il n'a aucun intérêt. Le traitement antiépileptique au long cours n'a aucun intérêt pour les convulsions fébriles simples, même lorsqu'elles sont multirécidivantes. Par contre, dans les convulsions fébriles complexes, c'est au cas par cas. Donc on peut traiter lorsqu'il s'agit de convulsions fébriles focales et prolongées parce qu'il y a un risque AHH. Il faut mettre le traitement lorsque les crises fébriles surviennent chez un enfant qui a un retard du développement psychomoteur. Et bien entendu, parmi les médicaments les plus utilisés dans ce type d'épilepsie, c'est bien entendu le valproate de sodium qu'on peut interrompre après 18 mois sans crise. Maintenant, pour les enfants, pour le traitement des convulsions fébriles à domicile, ce traitement il est destiné aux enfants à haut risque de récidive, bien entendu, après une éducation thérapeutique. Il ne faut pas traiter n'importe quelle crise, mais il faut traiter surtout les crises dans la durée supérieure à 5 minutes,
soit par le diazépam intrarectal, soit par le midazolam oral. Ce sont des médicaments donc prêts à l'emploi ou bien entendu on les utilise par voie orale. Les vaccins et les convulsions fébriles, il faut savoir que le DT-coque polio, on croyait que le DT-coque polio avait un risque de convulsion fébrile uniquement, il a un risque de convulsion fébrile uniquement le jour du vaccin. Quant au ROR, il y a un risque de convulsion fébrile tardive, c'est-à-dire entre 18 et 14 jours après l'infection. Les vaccins cellulaires sont mieux tolérés que les vaccins à germes entiers, mais en l'absence d'épilepsie et même en cas de réaction la première fois, il faut surveiller, et bien entendu, surveiller sous protection d'antipyrétiques. Donc il n'y a aucune contre-indication à vacciner ces enfants, même lorsqu'ils présentent des convulsions fébriles. En conclusion, il faut savoir que les convulsions fébriles sont le plus souvent bénignes. Il faut éviter les explorations au maximum, notamment les EEG, les scanners, les INR, parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Éviter les médicaments, notamment les antiépileptiques au long cours, parce que c'est une attitude abusive et inutile. Savoir penser au syndrome de Dravet, d'autant que les crises fébriles sont précoces, c'est-à-dire qu'ils surviennent d'une façon répétée avant l'âge de 6 mois, voire avant l'âge de 12 mois. Mais la pierre, je dirais, l'essentiel de la prise en charge est dans l'explication, l'information des parents quant à la bénignité de ces convulsions fébriles. Alors, comment j'ai été